Monsieur le ministre, cher Julien, je suis bien évidemment très heureuse de vous accueillir, en plus cette année en tant que ministre en charge, à titre plein, des questions de logement et de ville qui sont au cœur de notre mission. Et je voulais vraiment vous remercier de votre présence à l'AG des ESH. Vous dire aussi que finalement, je reviendrai tout à l'heure sur l'actualité, mais je voulais souligner la qualité des échanges que nous avons et de l'engagement que vous y mettez, même si nous n'avons pas, même si on avait commencé un peu au rugby, on dirait de manière virile, je crois que nous avons appris à nous connaître et que, en tant que tel, si nous n'avons pas toujours convergé, ce qui est aussi le principe d'un dialogue, c'est d'avoir des points de vue différents. En tout cas, je crois que cette capacité de vous avoir dans la durée et donc d'avoir un partenaire qui est en écoute avec le milieu et qui le connaît mieux, je pense, est une vraie force de mon point de vue. Ce matin, nous avons fait à la fois le point sur l'actualité de nos entreprises, de notre fédération, et puis sur notre engagement en faveur du logement de tous, puisque c'est l'essence même de notre mission. Nous avons ensuite abordé un certain nombre de nos engagements, comme on vient encore de le voir, voilà, sur lesquels nous sommes fiers, et par ailleurs, bien évidemment, notre prospective. Alors Gérard Mermet dit que le monde sera demain organisé autour de 3 concepts, les mutants, les mutins et les moutons. Je vous laisse choisir l'option. Pour ma part, j'accepte assez facilement celle de mutants, celle de mutins aussi, celle de moutons de manière moins évidente. En tout cas, je crois que notre caractéristique en tant que fédération, comme celle de nos entreprises, c'est d'avoir 2 axes forts. Nous sommes attachés à réaliser un métier qui est pour nous essentiel, qui est au cœur de mon point de vue et de notre point de vue du pacte républicain, qui consiste à construire, gérer des logements de qualité pour répondre au logement de tous et participer de ce point de vue-là à faire République et faire cité. Cette mission, qui par le biais d'une adresse est au cœur de l'inclusion sociale et de la lutte contre toutes les fractures, est le cœur même de nos sociétés. C'est pourquoi nous sommes attachés au modèle HLM, non par passéisme ou attentisme, mais bien parce que nous en avons la conviction et la conviction de sa nécessité. Bien évidemment, cela a irrigué nos différents débats, mais en parallèle de cet engagement, je voudrais dire aussi que l'autre caractéristique peut-être de notre famille et de nos entreprises, c'est le pragmatisme. Non pas pour accepter tous les dysfonctionnements ou toutes les évolutions, mais parce que, comme le disait un des grands philosophes français, Michel Serres, qui ne bouge pas n'apprend rien, et nous sommes une famille qui entend continuer de manière permanente à apprendre. Alors avons-nous bougé en 2018? Si je regarde un peu en arrière maintenant, on peut dire que 2018 a été une année très compliquée pour nos entreprises, pour tout notre secteur, en raison bien évidemment de la nécessité pour nous de faire face aux conséquences de la loi de finances 2018 et de la réduction du loyer de solidarité. Pour les ESH, nous avons vu ce matin que bien évidemment cette réforme a conduit à une diminution forte de notre autofinancement à hauteur de 33% et que la hausse des cotisations de la CG2LS, certes indispensable, et nous sommes très attachés à la caisse de garantie en tant qu'outil, malgré tout, a contribué aussi à augmenter nos prélèvements. À cela s'est ajoutée une réforme que vous avez engagée dans la loi Elan, du tissu qui, bien évidemment, occupe aujourd'hui nos organismes, même si les ESH avaient déjà depuis plusieurs années pris le tournant des groupes. Il n'empêche que, malgré tout, pour nous, choisir la bonne option, choisir cet équilibre qui, d'après moi, est un équilibre indispensable dans toutes les organisations humaines aujourd'hui. Dans toutes les organisations humaines, on veut à la fois être beaucoup plus gros et beaucoup plus mondiaux et beaucoup plus en taille. Mais en même temps, les crises de cet automne ont montré que, certes, il faut parfois être gros, efficace et avoir une certaine taille, mais que le service de proximité, la nécessité d'être en proximité avec les territoires et les habitants reste un impératif, et particulièrement dans nos métiers.
Malgré donc tout cela, les 195 ESH et leurs équipes ont relevé les défis qui étaient les leurs et ont rempli, je le pense, les engagements que nous avions pris, notamment lors de l'accord que nous avions signé en 2017. Et c'est pour ça que je suis assez certaine que nous serons aussi au rendez-vous de l'accord que nous venons de signer ensemble. En 2018, nous avons ainsi déposé plus de 61 000 agréments de construction neuve, dont plus de 18 000 PLAI, puisque c'est aussi un des axes forts de l'accord que nous venons de signer et de notre métier, compte tenu des publics que nous accueillons et de leurs revenus aujourd'hui à l'entrée dans nos parcs. Pour la partie la plus sociale, notre part en matière de construction PLAI représente 69% des agréments HLM. Par ailleurs, nous en avons discuté dans ce nouvel accord qui couvrira les 3 années qui viennent. Nous avons interpellé sur la nécessité pour nous aujourd'hui d'avoir 3 axes d'action. Nous sommes des constructeurs, bâtisseurs. Je dirais même que, historiquement, dans le métier du logement social, la partie construction et la partie noble, ce sont les chevaliers de la force. Parfois, les gestionnaires trouvent ça un peu difficile. Là, bon, nous avons aussi énormément progressé en qualité. Je crois que, d'ailleurs, Jacques, qui conduit et la qualité de service pour les ESH, mais aussi pour l'Union, est un fort engagé de la qualité de service et de ses évolutions. Je pense que nous avons fait beaucoup en la matière et que nous pouvons encore faire. Tout à l'heure, M. Attali a parlé de la nécessité de développer encore nos services. Nous serons au rendez-vous de ce défi. Mais au-delà de ça, nous sommes intimement persuadés aujourd'hui, parce que nous le vivons dans nos ensembles immobiliers, quel que soit le territoire, parce que nous le vivons dans nos quartiers, que l'on ne peut pas être bailleur social sans être aussi engagé sur l'accompagnement social. On vient de le voir avec les stagiaires de 3e. Cette année, 46% des stagiaires accueillis en ESH sont venus des zones des QPV. C'est un engagement fort que nous avons pris avec vous. Je regrette à ce propos, je le dis aimablement, que sur les cités universitaires, parce qu'elles sont souvent liées à la politique de la ville, on oublie parfois un peu trop l'échelon des bailleurs. Alors, il se trouve que quand on a une ville très très engagée, tout se passe bien, mais il arrive que nous intervenons tous sur des territoires où nous avions des conceptions ou des relations entre les élus et le logement social qui sont plus diverses. En tout cas, sachez que là aussi, si vous souhaitez faire de nous les acteurs de ces cités scolaires, nous serons au rendez-vous de cet engagement comme nous l'avons été sur les stages de 3e. Au-delà de cette capacité à construire, et ce que je voulais dire sur cet engagement social, c'est que je vous remercie d'avoir accepté, en tout cas d'ouvrir, que volontairement, dans le cadre de nos bilans d'opération, nous puissions faire des enveloppes forfaitaires permettant à nos entreprises de développer des actions de quartier, des actions au service du bien vivre ensemble, parce que nous en avons fondamentalement besoin. La rénovation a été aussi un axe fort de notre engagement, 90 000 logements rénovés, dont 74 000 qui ont pour but l'amélioration de nos performances énergétiques. Là aussi, c'est dans la ligne de notre accord. Tout ceci, bien évidemment, avec un volume de vente, puisque nous avons progressé, passant de 6 000 à 6 800 logements. Sur la vente HLM, je tiens quand même à redire une nouvelle fois ce qu'est la vente HLM pour les ESH, parce que nous avions été les acteurs, en 2008, du premier accord sur la vente HLM. La vente HLM, pour nous, elle peut aboutir à nous permettre de refinancer de nouveaux logements et de recréer une nouvelle offre, mais elle est fondamentalement et d'abord une évolution du parcours résidentiel et l'accès à un parcours résidentiel et à la propriété pour un certain nombre de locataires HLM qui souhaitent rester dans leur logement ou qui souhaitent accéder à la propriété. Donc c'est un élément fort pour nous, un élément que nous entendons exercer de manière sécurisée. Nous avons d'ailleurs adopté une charte sur la vente HLM ensemble, qui a été préparée par la Fédération. Et par ailleurs, nous souhaitons le maîtriser. En conséquence, je le dis pour ceux qui voient au travers de la vente le démembrement de l'ensemble de nos organismes, nous ne sommes qu'à 0,3% du patrimoine, ce qui est encore maîtrisé et maîtrisable. Donc, par ailleurs, quand même, une autre évolution aussi à noter, des arbitrages patrimoniaux importants, y compris hors ANRU, qui prouvent malgré tout que l'ANRU nous a permis de voir que parfois,
le patrimoine HLM perd de sa pertinence, nécessite d'être arbitré et que parfois démolir pour reconstruire quelque chose de plus adapté et de plus adapté aussi en termes de loyer-charge pour les locataires est une bonne option. Je souhaitais donc en conséquence rappeler notre engagement vis-à-vis de la politique nationale du logement et puis vous dire aussi que tout ça, c'est finalement, c'est quoi le bilan d'une société d'HLM? C'est 70% de personnel. Nous avons eu quelques débats avec notre contrôleur d'État sur les coûts de gestion. Donc je rappelle que, en gros, 60, 65, 70% de nos coûts de gestion sont des gens et que ces gens, ils sont pour 60% sur la proximité. Et je crois que c'est un élément important de notre modèle parce que quoi qu'on en dise, finalement, ces derniers mois peut-être, on s'est rappelé que une façon de se sentir déqualifié ou non citoyen, c'est finalement l'éloignement du service public. Or, les bailleurs sociaux, sur leur territoire, par le biais de leurs gardiens, sont au pied des immeubles, dans les immeubles, et tous les jours présents pour exercer ces missions avec l'école. C'est aussi pour ça que nous avions fait l'engagement vis-à-vis des stagiaires de 3e, dont je le rappelle aussi, par contre, il était lié à déjà des initiatives de SH, c'est-à-dire que ce qui a été montré aujourd'hui est une généralisation, mais il y avait depuis longtemps des initiatives fortes sur le territoire. Dernier petit point d'actualité, l'activité d'accession. Finalement, malgré tout, 2/3 des ESH sont actives en matière d'accession. Et nous avons eu un certain rebond en 2017, ce qui n'était pas forcément si évident que ça. Donc une activité d'accession que nous revendiquons et qui est aussi une façon pour nous de contribuer au parcours résidentiel. Enfin, dans un environnement incertain, nous avons essayé, sur l'ensemble de nos territoires, y compris ultramarins, puisque nous avons la caractéristique d'être aussi une famille ultramarine dans le mouvement HLM, de participer à la politique du logement. Nous venons de signer un nouvel accord 2020-2022 avec vous et en présence avec le Premier ministre. Je voulais revenir 5 minutes sur les raisons pour lesquelles notre fédération a signé une nouvelle fois cet accord. Alors, ce n'est pas parce qu'on avait déjà signé celui d'avant et celui d'après. Voilà, donc on avait déjà signé 2, après 2, jamais 203, ça pourrait être une règle, mais ça n'est pas que ça. Donc, je le redis, je crois que nous avons eu des débats, là aussi, techniques, fondés, professionnels, pour ouvrir nos comptes, ce qui n'est pas si simple que ça parfois, parce qu'on peut toujours avoir l'impression qu'en ouvrant trop nos comptes, nous ouvrons trop votre capacité à vous les approprier, mais en tout cas, nous l'avons fait, et nous l'avons fait pour des raisons suivantes. Je crois que nous avions pour objectif, Dominique Duban l'a encore dit ce matin, de vous rappeler que si bien évidemment aujourd'hui tout le monde est conscient que le budget de la France est un sujet et que les dépenses publiques sont un sujet pour notre génération et celles qui suivent, il était important pour nous de vous faire percevoir, comme nous l'avions fait en 2017, plusieurs points. D'abord que nous ne pouvons pas assumer ce prélèvement uniquement sur l'exploitation de nos organismes, et je crois que d'avoir maintenu cet équilibre entre exploitation et investissement est vertueux, y compris pour la capacité des organismes à continuer à agir et à progresser. Deuxième chose, c'est une chose que nous avions déjà portée en 2017 et auquel nous sommes très attachés. Notre objectif, quelles que soient les contraintes gouvernementales, la vision politique que les uns et les autres peuvent avoir du monde du logement, c'est de faire notre métier. Tous les accords qui consistent à ne plus s'occuper de faire du logement social sont des accords qui n'auraient pas fait l'objet de signature de notre part. Nous avons signé avec vous à 3 reprises parce que ces accords sont fondés sur le fait que les organismes sont là pour construire, gérer et répondre au droit au logement, et c'est notre ambition. Et au contraire, de notre point de vue, ne pas faire est le plus grand risque pour nos sociétés. Troisième chose, je crois que cet accord, malgré tout, alors que le premier avait été un peu complexe, en tout cas sportif, il était important pour nous dans le sens où il réaffirmait, en tout cas c'est comme ça que nous le lisons, la place du logement social dans votre politique.
je pense que c'était important au vu du début de rappeler que l'attachement au logement social et à ces organismes est important pour nous, important dans ces trois versions, comme je l'ai dit, la construction, la gestion et l'action en matière de cohésion sociale. Ensuite, je le dis, bien évidemment, l'année 2017 avait été pour nous complexe. Elle nécessitait pour nous d'être réunis, et cet accord avait aussi pour ambition de rappeler que le mouvement HLM, c'est être un, même si nous avons des histoires, des actionnariats, des territoires différents. Nous savons être unis, et c'était bien. Je crois que d'ailleurs, dans une certaine mesure, vous y avez contribué, ainsi que le Premier ministre, en invitant à ce que ce soit un accord collectif ou pas d'accord, ce qui est une façon assez simple de mettre l'ambiance. En tout cas, ça a permis d'arriver à cette vertu, je le dis devant mes collègues de l'USH, et notamment Jean-Louis Dijon, dont je sais qu'il y est particulièrement attaché, comme chacun de nous. Voilà, donc je crois aussi que cet accord, il a une vertu pour nous, pour les ESH, c'est que même s'il a tenu compte des particularités de la famille des offices, de leurs besoins particuliers, vous avez accepté, comme la première fois, que l'ensemble de ces contreparties soient ouverts à tous les organismes. Nous serons bien évidemment attentifs, parce que vous nous connaissez. Nous avons un côté un peu peut-être moins politique, plus budgétaire et financier, en tout cas on est plus sur les tableurs de nos sociétés, donc nous serons attentifs à ce que la CG2LS reste maîtrisée et maîtrisable dans son objet social. Et bien évidemment que tout ce qui est PHBB, garantie, titre participatif soit ouvert bien évidemment, puisque chacun d'entre nous, quel que soit son statut juridique ou son actionnariat ou son territoire, a aujourd'hui, pour répondre à votre ambition, besoin de renforcer ses fonds propres. Le besoin de logement social est réel et il est un élément non négligeable de mon point de vue de l'action publique. A contrario, nous avons quand même quelques petits débats, parce que je pourrais avoir l'air de vous dire que tout va bien, Madame la Marquise, et qu'on s'adore, ce qui est possible. Mais malgré tout, on a quand même quelques petits débats. Donc je me permettrai d'en soulever 2, 3, qui ne sont pas des tout petits débats d'ailleurs. Mais bon. Alors, on a quelques petits débats objectivement avec notre contrôleur d'État. Alors je tiens quand même à clarifier les choses. Un contrôleur d'État est une nécessité. Une nécessité pour l'État et une nécessité de manière générale. Nous sommes en secteur réglementé, nous en assumons les avantages et les inconvénients. Je pense que c'est souvent mieux que d'être géré par le marché, mais c'est mon côté non libéral total. Voilà, donc on n'a pas de difficulté à avoir l'ANCOLS. On a plus de difficultés par contre parce que la réforme de l'ANCOLS finalement a pris des contrôleurs très réglementaires qui étaient sur l'exercice du droit applicable à nos organismes et qui a donné une vertu à leur capacité, ce qui peut s'entendre, d'analyser l'opportunité des politiques d'organisme. Encore une fois, ça aussi, ça ne me paraît pas contestable. Le seul souci, c'est qu'on a un peu de mal parce que souvent, quand on juge en opportunité à l'ANCOLS, on juge contre. Ce serait bien que de temps en temps, ce soit aussi pour dire que c'est pas mal, même si, voilà, on est tous en progression. Et bien évidemment, je vais vous parler du dossier de la surcompensation, qui est un sujet dont je sais que vous y êtes particulièrement attentifs. On en a beaucoup parlé, parce que c'est un sujet qui me paraît poser problème pour 2 raisons. D'abord, objectivement, je ne suis pas sûre que finalement nous parlions de la même chose collectivement, y compris avec l'ANCOLS. Donc, même si nous avons engagé une action collective du monde HLM, je pense, en tout cas en ce qui concerne la fédération, notre position est que notre objectif, c'est de trouver une solution. Personne n'a envie d'aller devant les tribunaux, et notre objectif, c'est de trouver une solution. Deuxièmement, ce dossier, il me paraît contradictoire pour 2 raisons. C'est qu'en fait, il me paraît complètement contradictoire avec tout ce que le gouvernement a porté. Qu'est-ce que vous portez depuis 2 ans? Vous portez le fait que nous devons finalement faire tourner l'argent HLM. Si on doit faire tourner de l'argent, il faut qu'on en ait gagné un peu. C'est assez mécanique. Comme l'a dit ce matin Dominique Duban, alors qu'avec la RLS, nous avons eu des autofinancements qui se sont réduits, nous avons gardé l'indicateur de 3% d'autofinancement. Pourquoi? Parce que nous considérons, en tant qu'entreprise, que passer en dessous de cette barre de 3% d'autofinancement pour les organismes met à mal l'exercice par eux
leur capacité de faire face aux aléas et donc de remplir leur mission. Donc, dans une certaine mesure, je comprends parfaitement que l'argent public alloué à l'activité construction doit être contrôlé. Par contre, nous avons du mal à comprendre pourquoi ce concept de surcompensation devient une espèce de comptabilité très précise, alors que jusqu'à présent, il était finalement fait à l'opération et que c'est difficile pour nous de passer d'une compréhension à l'opération pour passer à une compréhension à l'organisme. Et puis, même si on devait passer à l'organisme, à ce moment-là, je dirais que finalement, les groupements ont pour but de faire tourner l'argent. Il faut bien qu'il y en ait qui aient gagné pour aider ceux qui sont en difficulté. Deuxième sujet sur lequel je souhaitais bien évidemment appeler votre attention, mais je sais que vous y êtes là aussi attentifs, c'est l'attente du décret sur la gestion en flux. Bon, ce qui est certainement... Alors vous allez me dire, vous pourriez me dire que c'est une proposition de cap HLM, que nous revendiquons, mais qui avait pour but de dire finalement le sujet de la réservation est un sujet de financement du logement, est un sujet d'équilibre de peuplement, et puis le sujet de la gestion en flux qui consiste à traiter l'attribution en direct dans l'entrée dans le logement peut être considéré différemment, ce qui existe d'ailleurs dans un certain nombre de territoires qui connaissent depuis de nombreuses années des conventions en parc. Ce qui nous inquiète sur la question de la gestion en flux, c'est deux choses. D'abord, même si j'ai un groupe peu francilien, malgré tout, je pense qu'il faut bien distinguer la question des zones très tendues et la question du reste des régions où le système de la rotation dans le parc se fait de manière beaucoup plus calme. Deuxièmement, malgré tout, de notre point de vue, il y a une pertinence à garder des niveaux de tuyaux de réservataires équilibrés. Pour deux raisons. D'abord parce que ça finance le logement. Et deuxièmement parce que notre modèle est un modèle qui est un modèle dit généraliste, en tout cas qui est un modèle large. Il n'entre pas, de mon point de vue, en contestation de la nécessité pour nous d'être présents sur le public entrant le plus social. Objectivement, aujourd'hui, les organismes ont des publics entrants en situation d'activité et de ressources limitées. Et nous le faisons, et si nous avons pris des engagements en matière d'action sociale, c'est aussi parce que c'est notre réalité quotidienne. Mais par contre, il nous paraît important de ne pas opposer les types de locataires HLM et de considérer que le logement HLM est pertinent dans sa diversité. Tout simplement aussi parce que, pour parfois le gérer un petit peu plus au quotidien, un immeuble où nous n'avons qu'une typologie de personnes est un immeuble difficilement gérable et je ne suis pas sûre que ça sera pertinent pour la République. Donc, encore une fois, nous souhaitions appeler votre attention là-dessus. Puis la dernière évolution forte, qui bien évidemment inquiète, parce qu'elle est un élément important de la sécurisation HLM et de la sécurisation de ce qu'est le logement social, c'est bien évidemment le revenu universel d'activité et ses conséquences dans la gestion de l'APL. Je sais que vous y êtes très attentifs. Je sais que lors de l'ouverture de la concertation sur le RUA, vous avez rappelé que vous souhaitiez maintenir la capacité pour les organismes d'avoir un tiers payant, que vous êtes attentifs et que pour vous, l'APL n'est pas simplement un minima social, mais bien une aide à l'accès au logement qui couvre des publics différents. Je pense que le modèle anglais d'Universal Credit ne marche pas, que l'inconvénient parfois en France, c'est qu'on est très européen 10 ans après, et que c'est quand on est 10 ans après qu'il faudrait faire le bilan de l'opération de 10 ans avant, mais qu'on oublie de le faire. Donc de notre point de vue, l'APL est un élément très important de la sécurisation d'accès au logement et nous y sommes particulièrement attentifs. En tout cas, vous pouvez être assurés que nous serons à vos côtés pour la défendre. Par ailleurs, je dois dire qu'on nous annonce que la contemporanéité démarrait en août, si je puis me permettre, même si je ne suis pas... là, c'est mon côté mutin qui parle. En août, avec beaucoup de locataires qui seront sur d'autres sujets, en septembre, nous risquons d'avoir quelques petits rendez-vous difficiles. Et donc, il conviendrait que nous soyons attentifs à cette mise en œuvre également. Mais là aussi, je sais que vous y êtes vous-même particulièrement attachés.
Je l'ai dit aujourd'hui pour conclure, les ESH, depuis plus de 10 ans, ont créé un fonds d'innovation sociale parce que inclure par le logement, agir au service des populations, améliorer le bien vivre ensemble dans nos quartiers est un élément fort de notre engagement. Et nous l'avons vu avec ces stagiaires de 3e que je remercie d'être venus aujourd'hui. Au-delà de ça, Monsieur le ministre, comme je vous l'ai dit, notre fédération et nos entreprises, elles ont pour une caractéristique. Nous sommes faits pour bouger, pour grandir, pour évoluer, parce que nous pensons que c'est ainsi qu'on apprend et qu'on devient plus pertinent. En conséquence, nous allons lancer à partir du mois de septembre, puisque finalement nous allons être impactés par la loi Elan, par les regroupements. Nous lançons un grand travail collectif avec un séminaire du Conseil fédéral qui va nous animer jusqu'à l'Assemblée de l'année prochaine, justement pour nous permettre de faire 2 choses. Finalement, de dire comment nous allons vivre dans un nouveau monde. Et puis, au-delà de ça, peut-être faire ce que nous avions fait au moment de la loi Borloo, c'est-à-dire nous redire ensemble ce que nous portons et ce qui fait l'ADN des ESH. De mon point de vue, vous y trouverez des bailleurs constructeurs, gestionnaires, au service de la qualité, au service de l'environnement, et aussi des gens qui envisagent d'avoir un rôle au service de la cité en étant des acteurs du bien vivre ensemble. Soyez sûrs que nous serons au rendez-vous. Merci beaucoup. Merci Valérie Fournier. On va demander à Julien Denormandie, le ministre du Logement, de venir à son tour prononcer son discours. Bonjour. Bonjour à toutes et tous, Monsieur le Président Dumont, Mesdames et Messieurs les élus locaux, Madame la Présidente, chère Valérie Fournier, Mesdames et Messieurs les directeurs, directrices des différents ESH et Mesdames et Messieurs les stagiaires de 3e. C'est toujours un moment important, les assemblées générales. Et moi, je suis particulièrement heureux de pouvoir être présent avec vous. Je suis désolé parce que je devrais ensuite filer, étant convoqué à l'Assemblée nationale. Vous savez, Monsieur le Président Dumont le sait bien, on ne va pas à l'Assemblée nationale lorsque on souhaite y aller. On va à l'Assemblée nationale parce que l'Assemblée nationale vous convoque. Et donc, je ne pourrai malheureusement rester très longtemps après dans l'après-midi, mais je voulais vraiment pouvoir avoir ce moment de partage avec vous aujourd'hui. Je voudrais d'abord commencer par vous remercier, Madame la Présidente, pour vos propos, pour vos mots, pour votre engagement également. Et je crois que cet engagement est salué par toutes et tous. C'est vrai qu'on a vécu des moments compliqués. On n'a pas toujours été d'accord sur tout. On a appris à se connaître, votre énergie, votre force de conviction, mais toujours dans ce dialogue franc et constructif. Et je crois pouvoir dire qu'aujourd'hui, les ESH, vous êtes évidemment des acteurs majeurs de la construction, majeurs, mais vous êtes aussi des partenaires, et des partenaires ô combien importants, des partenaires essentiels pour nos concitoyens, pour celles et ceux que vous logez, mais aussi pour le gouvernement et en particulier le ministre que je suis. C'est vrai aussi que ces derniers mois ont été marqués par un moment très fort dans notre pays, un moment où parfois la cohésion de la nation a pu être questionnée. Je pense évidemment aux différents mouvements sociaux. Et de manière très intéressante, à l'issue de ces mouvements, le président de la République a souhaité lancer ce grand débat. Et dans ce grand débat, le logement n'est jamais apparu, ou très peu. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, si vous avez vous-même eu l'occasion de participer à certains de ces grands débats, mais c'est vrai que le logement n'était pas indiqué. Nos concitoyens n'utilisaient pas ce mot-là. Et donc certains ont pu se dire, mais est-ce que cela voudrait dire que le logement n'est pas une partie de la solution ? Moi, je crois au contraire que le logement est une partie du problème et donc de facto une partie de la solution. Et que si le mot logement n'était pas utilisé, toutes les conclusions du grand débat transpiraient le logement. On ne vous disait pas j'ai un problème avec mon logement, mais on vous indiquait que j'ai un problème de distance entre là où je vis et là où je travaille. On ne vous disait pas j'ai un problème de logement, mais on vous disait j'ai des problèmes de fin de mois. Or aujourd'hui, le logement peut représenter 40, 50, 60% de vos revenus mensuels. Et je dis ça parce que je crois que chacun
où qu'on soit, quelles que soient nos positions, on a une vraie responsabilité. Faire le logement, c'est le socle de faire l'habitat et donc de faire ville et donc de faire société. Et je crois que c'est très important de toujours avoir ça en tête. Notre action, quelle qu'elle soit, notre action, au final, elle conduit à forger la société qu'on souhaite. Et nous sommes des acteurs, vous êtes des acteurs de la constitution de cette société. Et je crois que cette obligation qui nous oblige, par définition, elle est d'autant plus forte que le logement social, c'est un bien extrêmement précieux. Moi, j'en suis convaincu, j'ai eu l'occasion, quelles que soient les difficultés ou les désaccords qu'on ait pu avoir, à toujours revendiquer ce modèle social à la française, qu'aujourd'hui beaucoup de nos partenaires européens d'ailleurs nous envient. Parce que le logement social, c'est un bien précieux. C'est un bien précieux pour cette cohésion de la nation que j'évoquais tout à l'heure. C'est un bien précieux aussi parce que c'est cette politique d'équité. Et sans équité, vous n'avez pas d'égalité. C'est l'un des fondements même de notre République. Et soyez-en fiers parce que vous êtes des acteurs de cette cohésion de la nation, vous êtes des pierres angulaires à cet élément si précieux qu'on constitue le logement social. Et je voulais commencer mes propos, au-delà des remerciements, par vraiment un message de considération, franc et sincère. Considération à l'égard de vous, à l'égard de celles et ceux qui travaillent avec vous, et à l'égard de ce que vous pouvez faire au jour le jour. Et puis c'est vrai que ces derniers mois, on a fait des réformes d'ampleur, j'y reviendrai, des réformes d'ampleur, qu'elles soient financières ou qu'elles soient à travers la loi Elan avec les différents sujets de consolidation. Et je voulais vous remercier là aussi sincèrement pour l'état d'esprit constructif, vigilant, très exigeant, mais constructif dont vous avez su faire preuve ces derniers mois pour être force de persuasion, être force de conviction, mais toujours être acteur majeur au service justement de ce bien essentiel qu'est le logement social. Et c'est vrai que lorsque vous prenez les regroupements, ce que la loi Elan a préconisé, et d'ailleurs Jacques Attali le disait, les regroupements, ce n'est pas quelque chose que nous avons inventé, nous, gouvernement. Les regroupements, c'est quelque chose qui existait. Beaucoup d'entre vous avaient déjà opéré à ces regroupements. Et nous avons fait le choix d'en faire un axe majeur de notre politique publique. Mais c'est des dynamiques qui existaient déjà sur les territoires. Et force est de constater que quelques mois après la mise en œuvre de cette loi Elan, de l'adoption, aujourd'hui, il y a une dynamique très forte dans ces regroupements. Sur les 350 et quelques organismes concernés, plus de 260 ont déjà entamé ce regroupement, soit très bien entamé, soit ayant dessiné le chemin de ce regroupement. Je voudrais d'ailleurs saluer la présence de Pierre Quercy, de Marie-Dominique de Vérinas, que beaucoup ici connaissent, et qui ont accepté d'avoir un rôle particulier pour accompagner tous les regroupements qui peuvent ici ou là présenter des difficultés. Et on sait tous que ce regroupement qui doit partir des territoires, des spécificités territoriales, parce que cette proximité, vous l'avez dit, elle est au cœur de vos marqueurs, eh bien, ça nécessite aussi cet accompagnement. Et cher Pierre, chère Marie-Dominique, merci pour votre implication dans tout cela. Au-delà de cette réforme de fond, dans la loi Elan, il y a eu évidemment la réforme financière. Je l'ai dit déjà à Marseille et puis redit, l'effort qui avait été demandé en 2020 était trop important. Et c'est pour ça, déjà, c'est important quand vous êtes un responsable politique de le reconnaître. Ce n'est pas forcément quelque chose de très courant. Moi, je le fais avec la méthode qui est la mienne parce que je crois que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Et puis, c'est quelque chose qui nous a conduit à faire cette clause de revoyure. On a beaucoup travaillé, énormément travaillé. Je l'avais annoncé à Marseille au mois d'octobre ou de septembre. Et nous avons signé au mois d'avril les conclusions de cette clause de revoyure. À mes yeux, elle était importante parce qu'il fallait donner cette visibilité, cette prévisibilité. Et je voudrais vraiment remercier le président Dumont, vous-même et toutes les équipes de tout le travail fait, ayant permis d'aboutir à cet accord qui a consacré l'unité du mouvement du logement social et a permis d'avoir à la fois de nouveaux instruments. On a fait preuve de beaucoup d'imagination, si je puis dire, pour développer de nouveaux outils, mais aussi de conviction et de détermination à construire plus, puisque 110 000 agréments, c'est l'objectif signé, mais aussi à rénover plus, parce qu'aujourd'hui, la rénovation est un axe majeur de notre politique, avec cet engagement de faire 125 000 rénovations par an.
Et la signature récente de ce pacte constructif, elle allait aussi de pair avec ce plan d'investissement volontaire signé avec les partenaires sociaux, avec Action Logement. Ce PIV, comme on dit, de 9 milliards d'euros. J'ai bien entendu le message, chère Valérie Fournier, et soyez sûrs que tous ces nouveaux outils, toutes ces nouvelles possibilités offertes, que ce soit dans le cadre des PHPB, dans le cadre des titres participatifs, dans le cadre d'Action Logement, évidemment, il faut qu'il soit ouvert à toutes les familles du logement social et j'en serai le garant. Et donc, un message de remerciement, de considération, une vraie volonté de ma part d'aller encore plus loin, encore plus vite, parce que la situation reste très compliquée pour nos concitoyens, parfois avec des temps d'attente très forts, parfois avec une demande de pouvoir être plus à même d'habiter dans des logements qui leur sied mieux. Et vraiment, moi, si vous pouvez compter sur ma détermination, je sais pouvoir compter aussi sur la vôtre pour mettre en œuvre un certain nombre de réformes que je n'ai pas évoquées. Mais je pense par exemple aux modifications dans les commissions d'attribution de logement, au fait que des expérimentations que vous-même vous aviez déjà lancées sur le fait de pouvoir revoir les situations patrimoniales et de permettre à une famille dont les enfants ont quitté le domicile de pouvoir aller emménager dans un logement plus petit, avec un loyer moins cher, et de permettre ainsi à d'autres de pouvoir avoir accès à des logements plus importants. Songez d'ailleurs que nous sommes en train de finaliser, enfin nous l'avons passé en Conseil des ministres, l'habilitation permettant de mieux moduler les loyers, vous permettant ainsi d'utiliser à plein cette nouvelle disposition de la loi Elan. Je pense évidemment aussi à tout le travail que vous faites en termes d'excellence dans la construction. Je ne reviens pas sur le titre 2 de la loi MOP que vous appeliez de vos voeux depuis fort longtemps et que nous avons modifié, mais cette excellence vis-à-vis de la construction avec de nouveaux matériaux biosourcés, de la rénovation énergétique. Et tout cela, vraiment, je serai dans le même état d'esprit d'exigence et de bienveillance, d'ouverture de la discussion et de détermination à ce que nous puissions collégialement continuer à avancer sur ces sujets. Alors, Madame la Présidente, vous avez posé plusieurs questions très précises auxquelles je voudrais apporter des réponses tout aussi précises. La première question que vous avez évoquée, c'est la question de la CG2LS. J'ai bien compris le message de dire qu'effectivement, il faut faire en sorte que les contributions à la CG2LS soient raisonnables. L'année 2018 a vu une augmentation de la contribution à la CG2LS. Pourquoi? Parce que c'était la contribution appelée au titre de l'ANRU. Je crois que tout le monde en a bien conscience et je crois d'ailleurs que tout le monde se félicite aujourd'hui du coup d'accélérateur massif, mais vraiment massif, que nous avons mis dans la rénovation urbaine. Au moment où je vous parle, après 1 an de travail et 9 mois d'application, on a lancé et acté et engagé la rénovation de 70 000 logements, la construction de 40 000 nouveaux logements, la construction de 150 écoles. Et ça, ce n'est pas nous, gouvernement, c'est nous tous ensemble, parce que ces rénovations, c'est cofinancé par les bailleurs sociaux, les élus locaux et l'État, et c'est extrêmement important. Mais donc, je serai très vigilant à ce que, effectivement, cette chronique, si je puis dire, d'appel des fonds de la CG2LS soit aussi pragmatique que possible. La deuxième question, c'est la question de la surcompensation vis-à-vis de l'ANCOLS. Alors, effectivement, on a eu beaucoup de débats dessus. Vous l'aurez compris, moi, je ne fais pas partie de ceux qui agissent par dogmatisme. Pas du tout. Il s'avère que l'ANCOLS, dans son travail, et vous l'avez rappelé, extrêmement important, a la nécessité de conforter le modèle financier du logement social, fondé notamment sur le SIEG, que vous connaissez. C'est une demande longue, très attendue, très regardée de la Commission européenne, que vous connaissez bien, je ne m'étends pas sur le sujet. Et pour pérenniser ce volet du SIEG, il est demandé à la France depuis très longtemps de voir quelles sont les solutions faites ou quelles sont les évaluations faites sur la surcompensation. Et on n'a pas toujours été d'accord, y compris mon ministère avec l'ANCOLS, sur la méthodologie à adopter. On a eu beaucoup d'échanges. On est arrivé sur un point qui est de dire tentons une expérimentation de 18 mois sur une méthodologie proposée et à l'issue de cette expérimentation, on déterminera les conclusions à prendre. C'est cela la position dans laquelle on est et c'est cela la position que moi, ministre, je défends dans le cadre de l'ensemble de ces instances. Il nous faut à la fois conforter le modèle du SIEG
SIEG, pardon, et à la fois, là aussi, faire preuve de beaucoup de pragmatisme et beaucoup de retours terrain, comme on dit. Ça, c'est l'ingénieur agronome qui parle et qui sont ô combien nécessaires. Le troisième volet qui est évoqué, c'est la question de la gestion en flux. Alors cette gestion en flux, effectivement, là aussi, ce n'est pas une trouvaille de notre part ou du part du ministère, c'est quelque chose qui était recommandé par certains, vous l'avez rappelé. Le décret sur la gestion en flux des attributions, il n'est toujours pas paru, il est toujours dans le cadre des concertations. Je comprends d'ailleurs qu'il y a eu encore, il y a quelques jours, des réunions sur le sujet avec les familles des logements sociaux. Moi, je suis très attentif à vos recommandations. Aujourd'hui, il nous faut finir ce décret relatif à la gestion en flux. Il nous faut tenir compte à la fois d'un dispositif équilibré, mais aussi lisible et applicable, et tenant compte des réalités et des différences entre les territoires. On y est très vigilant. Vous avez dans cette salle Rachel Chan qui travaille avec moi, qui est à la manœuvre, si j'ose dire, sur cette question. Donc si n'importe qui a une recommandation à faire, elle est située au premier rang à côté de Valérie Fournier, à bon entendeur. Merci beaucoup Rachel. Le quatrième élément que vous évoquez, c'est la question du revenu universel. Et je voudrais en profiter pour vraiment remercier mes équipes, parce que derrière toutes ces actions qu'on fait depuis 2 ans, et on peut nous faire beaucoup de reproches, mais je crois qu'on ne peut pas nous faire le reproche de ne pas beaucoup travailler. Je peux vous dire qu'il y a des équipes qui le font avec beaucoup de conviction, de détermination. Et au moment où le techno ou le bashing ou l'administration bashing est de rigueur, je voudrais vraiment saluer les équipes de mon ministère qui font beaucoup de travail avec le même sens du service public qui vous anime au service de l'humain qui nous est si important. Je parlais de service public pour mon ministère, évidemment. La quatrième question que vous posez, c'est la question du revenu universel d'activité. Alors c'est un sujet qui est ô combien important parce que la question de fond, c'est fallait-il ou pas inclure les APL dans le RUA? Moi, je suis convaincu qu'il le fallait. Non pas que les APL soient à proprement parler un minimum social, mais tout simplement parce que les APL sont une aide à la personne et que le principe de ce RUA est justement de pouvoir rendre beaucoup plus visible et lutter notamment contre les non-recours vis-à-vis de ces aides à la personne. Dit autrement, quand vous êtes en difficulté ou quand vous voulez prendre un risque qui peut vous amener à être en difficulté, aujourd'hui vous êtes incapable de déterminer quel est votre filet de sécurité. Et dans ce filet de sécurité, il y a évidemment les APL. Et si ce RUA peut lutter contre les non-recours, peut permettre à chacun d'avoir, et les 3 composantes sont importantes, revenu universel d'activité, ce revenu qui vous permet d'être ce filet de sécurité, tout en ayant une lisibilité, une simplicité, c'est extrêmement important. Songez par exemple que moi, les instructions que je donne à au CAF sur les APL, c'est des instructions qui font plus d'une centaine de pages. Une centaine de pages. Songez aussi qu'aujourd'hui, à même revenu, en fonction de votre situation, que vous soyez retraité modeste, que vous soyez travailleur modeste ou que vous soyez personne bénéficiant de minima sociaux, vous n'avez pas forcément le même niveau d'APL. Toutes choses égales par ailleurs. Et donc évidemment, il y a des choses à améliorer. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu inclure les APL dans le RUA. Mais ça appelle plusieurs points de vigilance. Le premier, c'est que si on fait ça, il faut absolument qu'un supplément logement puisse être identifié. Et que les APL restent un supplément logement. Pourquoi? Parce qu'on sait aussi que les APL, c'est quelque chose qui permet d'avoir accès à un logement, premier point. Deuxièmement, de lutter contre un certain nombre de comportements, et je pense notamment à ces escrocs que sont les marchands de sommeil, à qui on peut couper le tiers payant, le tiers versement dans le cadre des APL. Et donc les APL sont un vecteur de lutte contre l'habitat insalubre. Et puis, troisièmement, les APL sont aussi quelque chose qui est un vecteur de lutte contre l'exclusion des logements, l'expulsion des logements. Et donc, en ce sens, c'est un élément important qu'il nous faut préserver, d'où la question de ce supplément logement que nous avons introduit directement dans le débat qui a commencé il y a quelques semaines. Et oui, il y aura une concertation très importante qui s'est ouverte, pilotée par Olivier Noblecourt, et nous avons voulu qu'il y ait un sous-collège dans cette concertation qui soit dédié au logement.
Je vous invite vraiment à y participer parce que c'est important de pouvoir là aussi faire valoir et mettre en avant toutes les propositions. Enfin, dernier point que vous évoquez, chère Valérie Fournier, c'est la question de la contemporanéité des APL. Cette contemporanéité des APL, c'est une réforme qui est très ambitieuse. C'est une réforme de justice, d'abord, parce que personne ne peut comprendre que le niveau de vos APL soit fonction de vos revenus d'il y a 2 ans. Personne. Et donc, c'est une réforme qui est importante. Mais c'est une réforme qui touche de facto 6,5 millions de foyers bénéficiant des APL. Et c'est une réforme qui, techniquement, nécessite beaucoup de modifications. Et donc, oui, il nous faut la faire dans la concertation avec une communication très précise vis-à-vis des personnes qui verront justement cette modification être opérée. Premier point, et je vais dans le sens de vos propos. Et deuxième point, il nous faut la lancer dès lors que les travaux techniques sont finalisés. Et je peux vous dire que nous travaillons d'arrache-pied pour que et cette visibilité et ces travaux puissent être faits dans les meilleures conditions possibles. Au-delà de ces interrogations, je voudrais terminer mon propos par un troisième message, c'est le logement social, il y a ce mot social. Je disais tout à l'heure, je crois que c'est ça qui unit à la fois le service public, la puissance publique que je représente et les acteurs sociaux que vous représentez. Ce qui nous unit, c'est qu'on met l'humain au centre de nos actions, de nos politiques. Et je crois que ce que vous avez montré aujourd'hui avec les stages de troisième est à l'image, à la hauteur de la noblesse du métier que vous faites. Moi, je me suis beaucoup battu, je prends cette fois-ci ma casquette du ministre de la Ville, parce que ces stages de troisième, c'est le symbole de ce qu'il nous faut résoudre vis-à-vis des quartiers prioritaires de la ville. Le drame des quartiers prioritaires de la ville, c'est que le réseau des personnes y vivant s'arrête aux bornes des quartiers. Et que donc, les stages de troisième, aujourd'hui, dans les quartiers, on appelle ça des stages kebab. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est comme ça qu'ils sont trop souvent dénommés. Parce qu'en fait, votre réseau, eh ben, il ne va pas au-delà des frontières. Et le fait qu'aujourd'hui, on arrive à créer ces nouveaux réseaux est quelque chose d'essentiel. Et donc, sur les stages de troisième, on a lancé, mon ministère, moi j'ai beaucoup poussé, une plateforme qui s'appelle monstagedetroisième.fr pour offrir l'année dernière 33 000 offres de stages à chaque enfant vivant dans les quartiers prioritaires de la ville. Et je sais pouvoir m'appuyer sur votre détermination également sur ce sujet. Mais c'est aussi toute l'action que vous pouvez faire, et je voudrais saluer, surtout si certains sont là dans la salle, avec cette action de proximité et notamment le rôle des gardiens d'immeubles. On a beaucoup de sujets, et je pense notamment au fameux décret charge. C'est vraiment quelque chose de très important qu'aujourd'hui, le décret charge puisse être modifié pour faire en sorte que le rôle des gardiens d'immeubles soit totalement conforté. Mais le décret charge, comme vous le savez, hein, c'est quelque chose dont on parle depuis très longtemps. Beaucoup ont essayé de le modifier, beaucoup ont eu des problèmes, comme diraient les autres. Et je crois que c'est quelque chose qu'il nous faut aborder avec là aussi beaucoup d'humilité, mais beaucoup de détermination, parce que ce rôle de proximité, il est absolument essentiel. C'est aussi toute l'action que vous pouvez faire avec le Fonds pour l'innovation sociale. Je n'y reviens pas, mais je sais que vous en avez parlé pendant ces journées. Bref, aujourd'hui, on est dans un moment très particulier que traverse notre pays, ce moment de cohésion nationale pour lequel nous sommes des acteurs. On ne sera pas d'accord sur tout, on n'a pas toujours été d'accord sur tout, c'est aussi ça la beauté d'une démocratie. Mais ce qui est le plus important dans une démocratie, c'est que ce dialogue, cet échange, ces convictions elles puissent être échangées et qu'à la fin on arrive à trouver un consensus ou un point d'atterrissage. Vraiment, soyez assurés que moi je serai toujours à votre écoute, à vos côtés, dans cette volonté d'être en mouvement, pour reprendre vos paroles, sans aucune allusion au mouvement politique auquel j'appartiens, mais avec beaucoup de détermination, parce que je crois que c'est comme ça que nous faisons grandir notre société, avec une seule boussole, c'est l'humain. Je crois que c'est ça qui nous unit. L'humain, c'est vraiment ce pourquoi on se lève le matin, vous et nous, et c'est ça qui nous lie, et c'est ça qui nous rapproche, et c'est ça qui fait que nous avons une obligation de réussite, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le choix, nous devons réussir. Un immense merci, et vraiment, soyez fiers de ce que vous faites, et soyez assurés que je serai à vos côtés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julien de Normandie.